Bonjour Aurore Berger. Bonjour. La pétition pour réclamer l'abrogation de la loi Duplon a recueilli déjà 1,5 million de signatures. Le gouvernement peut-il balayer d'un revers de main cette mobilisation citoyenne massive ? Vous savez, personne n'aime les néonicotinoïdes. Ni vous, ni moi, ni sans doute les auditeurs qui nous écoutent, ni les agriculteurs. Moi, je vis avec eux. Je suis avec eux dans les Yvelines, avec les céréaliers qui n'ont pas d'autre choix que de les utiliser. Pour une raison simple, c'est qu'il y a aujourd'hui aucune alternative. Et c'est ça quand même le point de départ. Il n'y a pas d'alternative. Moi, je dis 3 choses. La première, c'est que les 26 autres pays européens l'ont autorisé. Et je crois jusqu'en 2033. Je ne crois pas que leur gouvernement, qui soit d'ailleurs de gauche comme de droite, soit des empoisonneurs, adeptes des néonicotinoïdes. C'est juste qu'à un moment, il y a une agence européenne scientifique qui a dit qu'on pouvait garantir que cette molécule soit utilisée. Donc ça, c'est le premier sujet. Est-ce qu'on doit être les seuls, au risque donc de tuer notre agriculture, parce que ça veut dire qu'à la fin, on importera des produits moins bien faits, qui protègent moins les Français, qui sont moins sains, et en plus, on aura flingué nos agriculteurs, nos paysages, notre agriculture. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on investisse, et qu'on investisse massivement sur la recherche d'alternatives, parce qu'on a les meilleurs chercheurs au monde, et que la France, elle peut être pionnière, justement, pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes. Mais tant qu'il n'y en a pas, moi, je ne veux pas tuer mon agriculture. Vous dites personne n'aime les néonicotinoïdes. On voit d'ailleurs qu'au gouvernement... Mais les agriculteurs eux-mêmes. Oui, sauf que pour l'instant, ils n'ont pas le choix et ils réclament de pouvoir les utiliser. Au gouvernement, peut-être que ça n'aide pas à la clarté du débat. Vous avez la ministre de l'Agriculture qui est pour l'acétamipride et la ministre de la Transition écologique qui est contre. Mais il y a une ligne. Comment les Français peuvent s'y retrouver ? Parce qu'il y a une ligne qui a été claire, qui est qu'il y a une proposition de loi qui a été soutenue par le gouvernement. Donc, la ligne du gouvernement, c'est que nous avons soutenu la proposition de loi Duplon. Il n'y a pas à avoir en permanence des avis personnels. Quand on est membre d'un gouvernement, on assume. Agnès Pannier-Runacher n'a pas à faire part de son avis personnel contre l'acétamipride. Quand vous êtes membre d'un gouvernement, vous assumez d'être solidaire des décisions qui sont prises. Parce que sinon, ça crée de la confusion. Et à force de confusion, je pense que ça crée de la confusion aussi dans l'esprit des Français. Donc, encore une fois, personne n'aime les néonicotinoïdes. On a une nécessité d'arriver à en sortir. On doit le faire de manière coordonnée européenne. On doit s'en donner les moyens. On doit investir massivement en France dans la recherche d'alternatives. Mais tant qu'on n'a pas d'alternative et que les 26 autres pays européens l'autorisent, on ne tue pas notre agriculture et nos agriculteurs. Qu'est-ce que vous répondez aux 1,5 million de Français qui sont inquiets par cette molécule et qui demandent l'abrogation de cette loi ? Déjà, je pense qu'à force de désinformation massive, d'instrumentalisation massive, je pense que c'est assez légitime qu'il y ait beaucoup de Français inquiets. Et sans doute plus d'ailleurs que ceux qui ont signé la pétition peut-être. Parce qu'ils ont entendu matin, midi et soir des gens leur dire que des parlementaires allaient faire en sorte que nos enfants puissent demain être contaminés et être touchés par le cancer. Et on se retrouve avec des parlementaires qui sont menacés, ce qui est insupportable en démocratie. Il y a eu 9 parlementaires qui ont été menacés par des anti ou des pro. Je suis d'accord d'ailleurs, dans les deux sens. Mais il n'y a pas un seul député, il n'y a pas un seul élu de la République qui doit être menacé. Les élus doivent se sentir libres de voter en leur âme et conscience, libres de voter comme ils le souhaitent. S'ils ont peur d'appuyer sur le bouton, parce qu'ils ont peur que leur permanence soit attaquée, que leurs collaborateurs soient attaqués, que leur famille soit attaquée, alors on n'est plus en démocratie. On l'a déjà vécu à d'autres moments. J'ai pas du tout envie que les parlementaires le revivent. D'ailleurs, on a dit des règles très claires de protection des députés. Et ensuite, la loi a été adoptée et adoptée définitivement. Est-ce qu'il faut que le chef de l'État la promulgue si le Conseil constitutionnel la valide malgré cette mobilisation citoyenne ? Mais le processus démocratique a existé. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de débat. Mais la faute à qui ? Le débat aura vraisemblablement lieu après le vote, c'est un problème. Mais pourquoi il n'y a pas eu ce débat à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il y a eu une volonté massive et revendiquée de la part des élus de gauche, d'extrême gauche et écologistes d'obstruction massive. Il y avait des milliers d'amendements déposés. Ils avaient déposé tellement d'amendements qu'ils savaient qu'on n'irait pas au bout de l'examen. Et donc, si on n'était pas d'ailleurs allé au bout de l'examen, il se serait passé quoi ? Ce serait reparti au Sénat, et donc la loi aurait été votée. Mais à la fin, il y a eu un vote. Il y a eu un vote à l'Assemblée, il y a eu un vote au Sénat, il y a eu un vote définitif. Qu'il faut respecter. Je pense que la démocratie, c'est d'accepter qu'on vote pour des parlementaires qui nous représentent et que ces parlementaires votent en leur âme et conscience. Et je pense qu'il faut aussi respecter les scientifiques. Et les scientifiques, c'est une décision
législation européenne qui fait que dans les 26 autres pays, c'est autorisé et que nous n'avons pas 26 autres gouvernements de droite comme de gauche qui sont des empoisonneurs et qu'enfin, on a des agriculteurs qui travaillent difficilement et que les caricaturer en permanence, faire de l'agribashing en permanence sur une profession qui est difficile et qui est nécessaire, ça aussi c'est insupportable. Aurore Berger, ces derniers jours, plusieurs villes de France ont été le théâtre de violences urbaines, avec notamment des attaques contre des policiers, Béziers, Limoges, Charleville-Mézières, Nîmes, parfois avec des mineurs impliqués. Quelle est la réponse du gouvernement face à ces violences ? Ces violences, on sait qu'il y a un dénominateur commun, c'est la question des narcotrafics. Aujourd'hui, quelle que soit la taille des villes, que ce soit en hexagone, que ce soit en outre-mer, en région parisienne, en province, à chaque fois, on a comme dénominateur commun la question des narcotrafics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça prolifère, ces violences prolifèrent sur la drogue, avec des jeunes de plus en plus jeunes. Et donc le volontarisme du gouvernement ne parvient pas à assez fort. La loi a changé. La loi a changé, c'est la première loi qu'on a fait adopter d'ailleurs quand on a été nommé au gouvernement, justement pour garantir qu'on puisse avoir une mobilisation bien plus efficace, police, gendarmerie et justice, sur la lutte contre les narcotrafics. Et ensuite, on voit que dans ce phénomène, on a des jeunes de plus en plus jeunes. Donc ça pose la question de cette hyper-violence qui existe, appelez-les comme vous voulez, barbares, sauvages, peu importe. On voit qu'on a en tout cas des gamins de 13 ans, de 14 ans, qui aujourd'hui sont à la fois victimes et auteurs de ces violences. Ce qui pose la responsabilisation des parents, notamment. Le maire de Limoges pointe par exemple le fait que... on a souvent affaire à des jeunes qui ont des mamans isolées et qu'on n'a peut-être pas assez aidé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je rappelle que vous avez été dans un précédent gouvernement chargé de la famille. Qu'est-ce qu'on fait pour ces mamans isolées qui peut-être n'arrivent pas à gérer les enfants ? Je dis deux choses. Un, ce serait bien qu'on ne remette pas en permanence l'intégralité de la charge sur ces mères. Les pères, ils sont où ? Ils sont où ? Parce que vous savez, quand on est une femme et qu'on a un enfant, on sait qu'un enfant, c'est pour toute la vie. Pour toute la vie. Et ça doit être pour toute la vie, pour les deux parents. Pour les deux parents. Et accepter l'idée qu'en fait, un père, il peut partir et que c'est pas grave. Et que c'est à la société tout entière de compenser. Comme si un père, ça se résumait à une pension alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les forcer à s'occuper de leurs enfants ? Je pense qu'aujourd'hui, on fait pas assez. Parce que la société a accepté l'idée que c'était pas grave. Que le père pouvait partir, puisqu'à la fin, la mère, elle reste. Elle reste, elle trinque, elle prend toute la charge et elle assume. Alors, on a fait des réformes qui étaient importantes. Les impayés de pension alimentaire, c'était un fléau. Mais on a créé un service public, la pension alimentaire, ça ne résume pas la parentalité. Ça suffit pas. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut assumer une responsabilisation des parents, qui est la responsabilisation des deux parents. Les travaux d'intérêt général pour les deux parents, y compris celui qui est parti, par exemple. Se dire, combien de fois, moi, je suis confrontée à cette situation-là, même de femmes qui sont divorcées, et où l'homme, le vendredi soir, explique que il reviendra pas en fait le week-end pour s'occuper de ses enfants alors que c'est qu'un week-end sur deux. Il se passe rien. Et ça, c'est un problème, en fait, parce qu'on a accepté l'idée qu'on pouvait déresponsabiliser les parents et notamment déresponsabiliser les pères. Et notre société, elle repose aussi sur un principe de responsabilité. Donc, il y a notre responsabilité d'État pour lutter contre les trafics, pour lutter contre les narcotrafics, pour réarmer la République et pour réarmer police, gendarmerie, justice de manière très puissante, réarmer les élus de la République, singulièrement les maires, pour qu'ils puissent avoir plus de prérogatives, notamment sur la police municipale, mais la responsabilisation des parents aussi. Vous parlez des maires, le vice-président de l'Association des maires de France pointe les difficultés financières des collectivités qui amènent parfois à alléger les dispositifs de prévention. Est-ce que c'est le moment de dire aux collectivités locales qu'elles doivent faire 5 milliards d'euros d'efforts ? Ces efforts, ils sont répartis et ces efforts, ils sont moins importants sur les collectivités que sur l'État. Et ça, c'était très important, justement, que l'État montre l'exemple sur le budget et que ce ne soit pas d'abord les autres qui payent. C'est d'abord à l'État de faire des efforts sur son mode de fonctionnement, sur ses agents, sur ses opérateurs, parce que c'est notre responsabilité première. Et ensuite, dans les collectivités, volontairement, on leur fait faire un effort parce qu'on doit tous faire un effort. Sauf que des collectivités disent aujourd'hui qu'elles n'ont plus les moyens d'avoir des éducateurs, etc., pour faire de la prévention. Il y a les deux, il y a et la prévention et la sanction. Moi, je vois aussi, et heureusement, beaucoup de maires qui sont investis et qui ont investi massivement sur leur police municipale. J'entends que certains annoncent déjà au moment des élections municipales, et les filles notamment, qu'il faudrait désarmer maintenant nos policiers. Ils vont faire comment face au narcotrafic s'ils sont désarmés demain ? Il faut armer la République dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on respecte la République, et alors qu'on craigne un policier, un gendarme, si on est en infraction, qu'on craigne la justice de notre pays et qu'on leur donne évidemment les moyens de l'exercer. Et comme solution de court terme face à ces violences, certains maires mettent en place des couvre-feux pour les moins de 13 ans, voire pour les moins
moins de 16 ans selon les villes. Ça, c'est une bonne solution de court terme. Je pense qu'il faut laisser là-dessus la prérogative et la liberté aux maires. Ils connaissent leur commune, ils connaissent leur territoire, ils connaissent ses difficultés et il faut les accompagner et les aider parce que je pense qu'ils ont raison de vouloir protéger la population et parfois la protéger, c'est la protéger contre ceux qui, très jeunes, trop jeunes, sont dans la rue et au-delà d'être dans la rue, commettent des violences insupportables. Est-ce qu'à vos yeux, Aurore Bergé, les réseaux sociaux ont un impact sur la violence qu'on voit dans la société avec ces jeunes et ailleurs? À la fois sur l'habitude de la violence, parce que quand vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel réseau social, vous avez une habitude à la violence, une revendication de la violence, une concurrence même qui s'exerce entre les jeunes pour montrer cette violence qu'ils ont pu exercer. Et évidemment que ça a un impact. Ça a un impact sur les relations sociales. C'est-à-dire on a de moins en moins de relations sociales, on a des relations sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose d'avoir moins d'interactions sociales et d'avoir une relation uniquement par clic. Et donc ça pose évidemment une question qui est majeure sur les plus jeunes parce qu'ils sont de plus en plus jeunes aussi à consommer des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la République, on veut qu'il y ait cette majorité numérique à 15 ans pour protéger nos enfants, nos adolescents, sur des images sur lesquelles ils n'ont aucun recul, que ce soit sur l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la violence, sur la désinformation massive aussi qui existe sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut en protéger notre jeunesse. Vous avez annoncé il y a quelques jours la création d'une coalition d'associations pour signaler les contenus haineux en ligne. Quel budget va être alloué à ces associations qui vont devoir recruter des gens pour scruter les réseaux sociaux? Alors, beaucoup le font déjà. L'idée, c'est qu'elles le fassent de manière plus professionnelle, en lien avec l'Arcom, qui est l'autorité de régulation, qui va valider qui est habilité ou pas à être ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire, on va se dire, telle association est particulièrement républicaine, elle a les moyens, elle sait agir, et donc, elle va pouvoir signaler des contenus qui seront prioritaires. Et combien vous êtes prêts à mettre sur la table? Juste parce que j'ai vu beaucoup des informations de la fachosphère, c'est pas de la censure, c'est pas l'interdiction de la liberté d'expression, c'est dire que ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Donc l'homophobie, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit le racisme, que ce soit la haine à l'encontre des femmes, ça n'a pas sa place dans notre société, c'est illégal. Donc on mettra les moyens qu'il faut pour garantir que ces associations puissent recruter des personnes qui seront dédiées à la lutte contre la haine en ligne et au signalement de ces contenus. Mais est-ce que lancer cette coalition, Aurore Bergé, c'est pas le signe qu'avoir convoqué les plateformes numériques, ce que vous aviez fait au début de l'été, n'a servi à rien? C'est elles qui doivent faire le ménage sur les réseaux sociaux. Il va falloir faire les deux. Parce que si on attend en permanence après elles, moi j'ai pas envie qu'on attende trop longtemps. Parce qu'à force d'attendre des bonnes pratiques de la part des réseaux sociaux, on voit bien que ces bonnes pratiques, elles n'arrivent pas toujours. Et qu'on a une haine qui continue à proliférer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut faire la majorité numérique. Et on voit que ça y est, on a le feu vert de l'Union européenne pour le faire et je pense que d'autres pays vont nous rejoindre. C'est pour ça qu'il faut poser la question de l'anonymat. Parce que si vous avez plus d'anonymat, je pense que vous aurez aussi beaucoup moins de haine et de désinformation. Pas. On peut retrouver qui a fait les commentaires. Moi, quand je viens ici, je suis sous mon nom et je dis sous mon nom ce que je pense et donc tout le monde le sait. Ça doit être la même chose sur les réseaux sociaux et avoir le même niveau de responsabilité d'ailleurs que les médias ont. Parce que si moi je disais n'importe quoi et si je tenais des propos racistes ou antisémites, vous auriez l'obligation de m'interrompre et sinon vous seriez mis en cause personnellement et la chaîne, la radio serait mise en cause. Il n'y a pas de raison que sur les réseaux sociaux ce soit différent. On continue cette interview après le fil info de 8h46 avec Maureen Finiard. La France va préparer un nouveau paquet de sanctions européennes visant la Russie, un 19e. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'annonce ce matin. Jean-Noël Barrot est en Ukraine alors que des négociations entre Russes et Ukrainiens vont de nouveau avoir lieu demain pour un cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie française s'exprime aussi sur la guerre en cours à Gaza. La nouvelle offensive terrestre israélienne est déplorable, dit le ministre. Il demande l'accès à Gaza pour la presse pour montrer ce qu'il s'y passe. L'agence France Presse lance une alerte ce matin sur l'état de santé des reporters palestiniens dans la bande de Gaza. Sans intervention immédiate, les derniers reporters de Gaza vont mourir, assure l'AFP. Vous cherchez peut-être à déménager avant la rentrée prochaine. Le marché de la location est extrêmement tendu. Le site immobilier particulier à particulier assure sur France Info que pour une offre, il y a 100 demandes. Le site Se Loger enregistre, lui, 30% d'annonces en moins par rapport à il y a 4 ans. Un abandon sur le Tour de France. Le néerlandais Mathieu van der Poel souffre d'une pneumonie. Cette année, il avait gagné la 2e étape à Boulogne-sur-Mer et se trouvait à la 44e place du classement général. France Info. Le 8h30 France Info. Aurélie Herbemont.
Nous sommes toujours avec Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Aurore Berger, les oppositions sont vent debout contre les orientations budgétaires de François Bayrou, menace de censure. Est-ce que vous serez toujours là en fin d'année où le gouvernement Bayrou est promis au même destin que celui de Michel Barnier? Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous dire par anticipation ce que décideront les oppositions, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est ce qu'elles proposent. Elles s'opposent à notre budget, elles en ont droit, c'est la vie démocratique, mais elles proposent quoi? La gauche, par exemple, propose de taxer davantage les riches. Très bien, donc ça veut dire qu'on a toujours les mêmes recettes, celles qui ont vraiment fait un succès tonitruant dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a l'extrême droite qui nous dit qu'il faut arrêter toute contribution à l'Union européenne. Qui va être diminuée d'ailleurs. Ça ne fait pas du tout 44 milliards d'euros d'économie de supprimer la contribution à l'Union européenne. Et puis ils iront l'expliquer à nos agriculteurs le jour où du coup l'Union européenne nous dira si vous contribuez plus, on vous donnera plus non plus en face, notamment sur la PAC. Et de l'autre côté, vous avez la gauche avec laquelle il y a toujours la même solution, c'est-à-dire de l'impôt supplémentaire sur les Français et sur les entreprises. Je pense qu'il y a des voies médianes peut-être qui doivent pouvoir se trouver et que les Français ont peut-être envie de stabilité. Quand je parle des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leurs entreprises, ils ont peur de la baisse de la consommation, ils attendent pour recruter parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer en fin d'année. Est-ce que pour la stabilité, François Bayrou doit reculer sur certains points? Il est allé très loin, notamment avec la suppression de 2 jours fériés et l'année blanche sur toutes les prestations sociales. Est-ce que vous vous dites, au nom de la stabilité, il va falloir qu'on recule? Moi, j'ai pas envie de reculer, j'ai envie qu'on puisse trouver un compromis. Mais pour trouver un compromis, encore faut-il ce qui est mis sur la table en face. Si sur la table en face, la seule chose qui est mise en place, c'est de dire il faut reculer sur tout, on fait comment? On fait comment alors qu'on ne peut plus endetter notre pays d'1 euro supplémentaire? On fait comment alors qu'il n'y a pas un Français qui acceptera de payer 1 euro d'impôt supplémentaire alors que nous, on a réduit l'imposition depuis 2017 et que je pense que ça produit des effets. Ça produit des effets sur le travail, sur l'emploi, sur l'attractivité, sur la réindustrialisation. Donc, c'est quoi les alternatives qui sont proposées? Notre copie, elle est sans doute pas parfaite. Il y a sans doute des améliorations qu'on peut trouver. D'ailleurs, on l'a dit. On a dit que c'était un point de départ pour améliorer cette copie. Mais le point de départ, il est important, mais le point d'arrivée, il est tout autant. Et le point d'arrivée, ça peut pas être ni de l'impôt supplémentaire, ni de la dette supplémentaire. On peut être suffisamment créatif pour imaginer qu'il y a d'autres solutions quand même que de la dette ou de l'impôt. Sur le budget de votre ministère pour l'égalité femmes-hommes, il était à 94 millions d'euros en 2025. Il va augmenter de 2%. Est-ce que c'est à la hauteur pour aider les femmes victimes de violences? On sait qu'il y a différents rapports qui pointent, je cite, les montants dérisoire alloué à cette cause. Alors déjà, il y a le montant du ministère. Vous avez noté que non seulement il ne baisse pas, mais qu'en plus il va légèrement augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a eu un choix politique qui a été fait de dire qu'on ne toucherait pas 1 euro dans ce qui concerne le soutien aux associations, notamment sur le terrain, l'aide universelle d'urgence, qui est une aide financière directe, qui a bénéficié à déjà plus de 50 000 femmes en 18 mois pour les aider à quitter leur logement et surtout leurs conjoints violents. Et après, il y a tous les autres budgets des autres ministères. L'action, elle est interministérielle. Ce que vous mettez sur l'hébergement d'urgence, ce que vous mettez sur la santé des femmes, ce que vous mettez sur la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, tout ça, c'est aussi l'engagement du gouvernement. Et ces budgets-là, ils ont augmenté de manière significative. Les lois ont été changées. On a une évolution très nette depuis 8 ans, à la fois non pas juste sur la parole qui s'est libérée, mais sur l'accueil de cette parole, sur l'accompagnement des victimes, sur le traitement judiciaire et sur l'accompagnement sur le long terme. Et ça, évidemment, ça ne va pas s'arrêter. Aurore Berger, vous avez assuré ce week-end sur X soutenir la proposition de loi de la députée Caroline Yadan visant à ce que l'abus d'accusation de génocide puisse entrer dans les cas possibles de contestation de crimes contre l'humanité. Concrètement, à quoi ça servirait cette loi ? On a depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire depuis les attaques terroristes perpétrées à l'encontre d'Israël par le Hamas, une explosion de l'antisémitisme. Pas juste en France. Dans toutes les démocraties, on a eu à connaître une explosion de l'antisémitisme, avec même un risque de réenracinement profond de l'antisémitisme dans notre pays. Mais ça veut dire que quiconque dirait que Israël commet un génocide à Gaza pour être victime de poursuites. Et on voit bien aujourd'hui que l'antisémitisme, il a changé de visage. L'antisémitisme, c'est pas uniquement malheureusement aujourd'hui de dire sale juif. Aujourd'hui, c'est d'empêcher un étudiant d'entrer dans un amphi en traitant de génocidaire. C'est le traité de sale sioniste et ainsi de suite. C'est de placer des cibles dans le dos des Français juifs en considérant que parce qu'ils sont juifs, ils sont responsables de la situation à Gaza. Et avec ce retournement historique spectaculaire qui fait qu'aujourd'hui, on accuse les juifs, puisque tout le monde est essentialisé, d'être responsable d'un génocide qui se produirait à Gaza. Il y a une situation dramatique,
déplorable. On a le droit de dire que la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. Sauf que le parquet national antiterroriste, Aurore Berger, s'est saisi il y a quelques semaines de 2 plaintes contre des franco-israéliens pour complicité de génocide. C'est bien que la justice française est sensible à ces non, mais la justice, elle fait son travail et elle doit le faire de manière indépendante. Mais encore une fois, on ne peut pas accepter les falsifications historiques. Et ça, c'est un problème. De la même manière qu'on ne peut pas accepter que la croyance remplace la science, vous voyez. À un moment, il y a des choses qui devraient être intangibles. Et ça n'empêche pas le débat d'idées, ça n'empêche pas la liberté d'expression, ça n'empêche pas de critiquer froidement et vertement et sèchement la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement israélien. Mais ça veut dire que, 1, on n'essentialise pas, 2, on ne peut pas mettre des cibles dans le dos des Français juifs parce qu'ils sont juifs. Aucun Français n'est responsable de la situation qui se passe à près de 4000 km de là, à Gaza. Notre responsabilité, nous, c'est garantir la libération de tous les otages, parce qu'il y a encore des otages qui sont retenus. C'est de garantir, évidemment, le retour de la paix. Et cette paix ne peut exister tant que le Hamas est là. Et ça, c'est ce que nous avons dit depuis le début. Et l'aide humanitaire massive qui doit entrer à Gaza. Et votre collègue du Quai d'Orsay a dit ce matin qu'il faut aussi que la presse puisse accéder à Gaza pour dire ce qui se passe. Bien sûr. Merci beaucoup, Aurore Berger.